Saviez-vous que la découverte du premier virus est grandement liée à l'industrie du tabac? Vers la fin du 18e siècle, une maladie inconnue ravageait les plantations de tabac. En 1886, Adolf Meyer propose qu'il s'agit d'une infection transmissible entre les plantes, comme une infection bactérienne. 6 ans plus tard, Dimitri Ivanovski émet l'hypothèse qu'il s'agirait probablement d'un agent infectieux autre qu'une bactérie, car la sève demeure infectieuse même après une filtration qui devait servir à retirer les bactéries. Encore 6 ans plus tard, Martinus Beijering refait cette expérience, mais cette fois-ci démontre aussi que l'agent se multiplie dans les cellules des plantes. Il leur donne le nom de virus qui signifie poison en latin. En 1935, Wendell Meredith Stanley cristallise pour la première fois un virus pour l'observer en cristallographie. Il gagnera le tiers d'un prix Nobel en 1946 pour cette découverte. Ce virus se nomme maintenant virus de la mosaïque du tabac à cause des formes particulières que produit l'infection sur les feuilles des plantes. Depuis cette découverte, 5000 virus ont été décrits et étudiés, mais il en existe bien plus, même qu'il s'agit de l'entité biologique la plus abondante sur Terre. Pourtant, rares sont ceux qui les connaissent vraiment. Pauvres virus! On les mélange souvent avec les bactéries. Pourtant, une fois qu'on les connaît, les différences sont flagrantes. Vous vous souvenez des vidéos sur les eucaryotes et les prokaryotes? Eh bien, les virus ne sont pas de ces catégories. En fait, ils ne sont même pas dans l'arbre de la vie. C'est que la définition de la vie est très spécifique, et les virus n'y trouvent pas leur place. On les considère plutôt comme des réplicateurs. Les virus nécessitent non seulement une cellule hôte pour répliquer leur gènes, ils sont aussi dans l'incapacité d'absorber des nutriments. De toute façon, c'est pas très utile pour eux. Ils n'ont pas d'organites et ne nécessitent donc pas d'énergie. Leur simple but est de se répliquer en court-circuitant les mécanismes cellulaires afin que ceux-ci produisent les matériaux nécessaires à la production de d'autres virus. Donc, la cellule produit les pièces nécessaires et celles-ci s'assemblent de façon autonome en virus. Et c'est là que certains scientifiques crient à l'injustice, parce qu'une théorie propose que l'origine de la vie vient de l'assemblage autonome de certaines molécules. Les virus ont plusieurs formes, parfois vraiment intrigantes, comme le bactériophage T4, un virus qui infecte des bactéries et qui peut prendre une forme tirée d'un film d'horreur. Les virus ont aussi la particularité d'être minuscules, vraiment minuscules. Une bactérie, en moyenne, mesure 0,5 à 5 micromètres, donc 1 millionième de mètre. Les virus sont dans le nanomètre, c'est 1 billionième de mètre. Les virus sont si petits que la microscopie traditionnelle ne suffit pas pour les voir. Il faut un microscope électronique qui bombarde l'échantillon d'électrons pour pouvoir en voir la forme. La structure complète d'un virus se nomme virion et consiste en des acides nucléiques, les composantes d'ADN et d'ARN, et une enveloppe protectrice, la capside. Cette protection est construite de plusieurs briques appelées les capsomères. Parfois, le virus a la capacité d'avoir une enveloppe supplémentaire provenant de la membrane cellulaire ou nucléique de l'hôte. Il existe 7 classifications pour les virus, mais leurs étapes d'infection sont très similaires. La première est l'attachement, qui consiste en la liaison spécifique entre la capside du virus et la surface de la cellule via des molécules propres à chaque virus. C'est ce qui définit le tropisme d'un virus, c'est-à-dire quelle cellule il a la capacité d'infecter. Par exemple, le VIH a une molécule nommée GP120 qui se lie à une molécule à la surface de certains globules blancs chez l'humain, mais pas chez la tortue. C'est pour cette raison que les virus sont souvent spécifiques à des cellules d'un organe. Par exemple, le virus de l'hépatite dans le foie et le virus de la grippe dans le tractus respiratoire. Vient ensuite la pénétration du virus dans la cellule via des endocytoses dirigées par les récepteurs ou une fusion membranaire si le virus vient de bourgeonner d'une autre cellule. Pour les plantes, c'est un peu plus difficile pour les virus de pénétrer car la surface des cellules est plus rigide. Il faut donc qu'il y ait déjà une lésion, par exemple un bout de feuille mangé par une chenille, pour que la pénétration se fasse. Même chose pour les bactériophages qui ont une seringue pour injecter leur matériel génétique dans des bactéries qui ont parfois une paroi très épaisse. Le virus subit ensuite une décapsidation pour libérer son matériel génétique. Ce matériel génétique est ensuite répliqué en utilisant la machinerie cellulaire. Le but est de produire des copies de ces gènes,
mais aussi d'utiliser les organettes cellulaires pour fabriquer d'autres capsomères qui serviront à produire d'autres capsides. En gros, le virus donne des schémas de construction à la cellule pour qu'elle puisse produire ses composantes. Une fois le tout produit, les nouveaux virions s'assemblent automatiquement. Avec cette armée finalisée, les virus doivent sortir de la cellule. Les virus dits lytiques font éclater celle-ci, d'autres les faire bourgeonner en gardant une partie de leur membrane comme manteau. Grâce à ce camouflage improvisé, le virus peut passer d'une cellule à l'autre plus facilement pour recommencer son cycle. D'autres virus, dits lysogéniques, vont plutôt opter pour la subtilité et l'attente. Au lieu de se décupler pour faire éclater les cellules, ils insèrent leur matériel génétique dans celui-ci de l'autre pour devenir un provirus. C'est ce qui se passe dans le cas du VIH, qui peut être en dormance pendant plusieurs années avant que le sida se développe. Les armes ne sont pas les mêmes pour combattre et prévenir les infections virales. La vaccination est utilisée comme prophylaxie, c'est-à-dire comme prévention. Par exemple, c'est grâce à la vaccination que le virus de la variole a pu être éradiqué en 1977. Cependant, une fois infecté, ce sont des antiviraux qui sont prescrits. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas confondre virus et bactéries. L'un exige des antiviraux, tandis que l'autre des antibiotiques. Par contre, les virus se défendent très bien. Par exemple, le virus de l'influenza, la grippe quoi. Celui-ci a plusieurs techniques pour fuir le système immunitaire. La première, appelée dérive antigénique, se produit lorsqu'un copieur à matériel génétique fait des fautes. Cette technique peut paraître stupide, mais ainsi, le système immunitaire, même entraîné, ne peut reconnaître le virus. C'est comme si vous étiez à la bibliothèque en train de chercher le livre que vous aimez tant, qui s'appelle La Rose des Sables. Mais le seul titre qui y ressemble est La Pose des Tables. Il n'y a que 2 lettres de différence, mais suffisamment d'erreurs pour que vous ne reconnaissiez pas le livre. Une autre technique, appelée saut antigénique, est beaucoup plus dangereuse. Elle prend place lorsqu'une personne est contaminée par 2 souches différentes du virus. Par exemple, si un fermier était contaminé par la grippe aviaire, qui se transmet seulement du poulet vers l'humain, et la grippe saisonnière, qui se transmet d'humain à humain. Les 2 virus, s'ils infectent la même cellule, peuvent se tromper et s'assembler en prenant le matériel génétique de l'autre. En résulte une souche qui n'est pas reconnue par le système immunitaire et une souche qui porte des caractéristiques des 2 autres souches. Les virus, malgré leur simplicité, sont des micro-organismes fascinants qui ont beaucoup plus de capacités qu'on pourrait le croire. Malgré leurs outils limités, ils réussissent à perdurer, à se répliquer et à exister, et ce, sans être considérés comme étant vivants. Un détail vous chicote? Une question attise votre curiosité? N'hésitez pas à commenter!